L'AFJA, en partenariat avec le SPACE, présente un dîner-débat sur le thème « L'export, un avenir sûr pour le lait et le porc ». Bien, nous allons donc ouvrir cette soirée, ce dîner-débat. Donc ce soir, vous allez pouvoir apprécier la cuisine du Centre culinaire contemporain, mais on va aussi travailler un petit peu, puisque on se réunit avec des intervenants qui sont là sur le thème de « Est-ce que l'export est bien un avenir sûr pour le lait et pour le porc ?» Alors, un avenir sûr, on me dirait, ça n'existe nulle part. Mais c'est une question qu'on pose traditionnellement sur le modèle breton, mais c'est une question qu'on pose peut-être encore un peu plus après l'embargo russe, puisque l'embargo russe a montré, s'il le fallait, que commerce et géopolitique étaient étroitement imbriqués. Ce n'est pas encore intégré, l'aléa géopolitique, ni dans les politiques publiques comme la PAC, ni souvent dans les décisions des entreprises. Donc le lait est un exemple typique de cela, puisqu'avec simplement 0,70% de la production concernée par l'embargo, on a quand même vu que l'embargo avait eu des conséquences importantes, effondrement des prix européens. Et je voudrais commencer peut-être ce débat en me tournant vers Alexandre Goin, l'homme de l'INRA, pour lui demander si le risque géopolitique est prévisible. Alors, est-ce que les décisions géopolitiques sont prévisibles? Est-ce qu'elles sont modélisables par les chercheurs? Est-ce qu'on peut anticiper dans les mouvements qui se font ce qui va se passer? Comment le chercheur que vous êtes voit ça, Alexandre Goin? On sait que les États, et notamment les pays en voie de développement, que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de particulier. Nous, avec mon collègue Jean Cordier dans le campus, il y a beaucoup de gens qui disent que l'agriculture c'est spécifique parce que la demande est ce qu'on appelle inélastique, réagit peu. Nous on dit que ça c'est pas ça qui est vraiment essentiel, c'est que les États, notamment peu développés, dans les pays peu développés, se servent de l'alimentation comme une arme. Donc je ne dis pas que l'arme n'est pas développée. Alors nous on n'arrive pas à probabiliser ça. On n'arrive pas à probabiliser ça et donc on a du mal à estimer. Alors Christian Couillot, vous êtes directeur d'Even et de l'AITA, qui est le plus grand groupe laitier coopératif de l'Ouest, du Grand Ouest. Est-ce que, comme dirigeant d'entreprise, vous intégrez l'aléa géopolitique et si oui, comment? C'est vrai que le risque porte, comme vous l'avez dit, sur les conditions politiques. C'est vrai que le risque porte après sur les conditions économiques, on peut en parler, et puis sur les conditions commerciales. Mais sur les conditions politiques, qui est la première introduction que vous faites, moi je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une posture, nous agroalimentaires, nous filières laitières, et particulièrement filières laitières bretonnes, je pense que tout à l'heure Marcel et Jacques présenteront les travaux qui ont été faits au niveau de la vision, nous avons nous bretons. En tous les cas, nous sommes dans une posture où on peut raisonnablement se poser de l'intérêt de prendre le risque, parce que nous sommes des entrepreneurs, de prendre le risque de l'export. Et il faut vivre avec un monde politique tel qu'il est. Il faut vivre avec Moscou. Demain, il faudra vivre avec Pékin. Et puis, il y a longtemps qu'on dit moins avec Paris, qu'on dit plus avec Bruxelles. Donc, il faut vivre plus avec Moscou et Pékin. Et puis aussi avec le Brésil, l'Argentine, qui taxe les exportations. Oui, ça fait partie de notre univers. Jacques Jaouel, vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture Bretagne. Est-ce que vous considérez que l'élevage laitier et porcin est trop exposé à l'exportation? Non, j'ai la même réaction. Alors pour détailler un peu plus. De toute façon, nous sommes dans un monde ouvert et depuis longtemps. Nous sommes alors, ce qu'on expliquait à nos collègues, parce que c'est vrai que c'est là que je me suis rendu compte que peu de gens étaient au courant ou savaient ce qui se passait. Et notamment, rien que le prix des céréales. Moi, je leur disais, moi, je peux acheter des céréales pour nourrir mes propres animaux. C'est fixé très loin de la France, c'est fixé à Chicago, c'est fixé sur d'autres marchés. Donc voilà, nous sommes dans la mondialisation. Dire que l'on a peur, on ne veut pas, on se referme sur nous-mêmes, pour moi, c'est une erreur. On l'a peut-être déjà trop fait. Et il faut plutôt s'ouvrir. S'ouvrir en disant, on a ce que disait Christian tout à l'heure, donc on a travaillé sur toute une réflexion sur la filière volaille, sur la filière porc. On devra aussi peut-être regarder de plus près que peut-on faire sur la filière volaille.
Mais non, il faut être ouvert sur le monde. Alors, Marcel de Nieul, vous êtes aussi producteur de lait et de porc, mais là, restons sur le lait pour le moment. On le disait tout à l'heure, seul 0,70% de la production française de lait est concernée par l'embargo russe, mais un tiers des exportations européennes de fromage, et on a vu donc tout un effet domino de cet embargo russe, et les transformateurs, par leur association ADLA, jugent que la situation est sérieuse. Vous pensez que les transformateurs surjouent l'effet de l'embargo russe pour essayer de vous baisser les prix du lait au dernier trimestre 2014 ? Il y a le problème, c'est qu'on est prisonnier d'un petit jeu historique et qu'on a du mal à en sortir, je pense. Je pense par contre, ceux qui sont en train d'être les vrais alliés objectifs de Poutine, ce sont sans doute les distributeurs qui sont en train d'accentuer sans doute la pression. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leur contrat. Dès qu'ils sentent qu'un élément est favorable à faire de renégociation, ils n'attendent pas les négociations qui peuvent avoir lieu qui se concluront théoriquement le 28 février 2015. Ils sont déjà en train de remettre la pression donc, dans le rapport de force. Paul Offray, vous êtes président de la Fédération nationale porcine. Alors le porc, l'export, bien sûr. L'embargo, on en parlait avant que vous veniez, facteur géopolitique. L'affaire ukrainienne accélère peut-être le basculement de la Russie vers l'Asie, qui était déjà en cours dans tous les secteurs économiques, mais en matière agricole, on a vu que 2 usines chinoises étaient construites le long de la frontière russe pour approvisionner la Russie en porc. C'est peut-être un début. Est-ce que ces mouvements-là vous inquiètent, ou est-ce que c'est bien loin des préoccupations bretonnes? Alors pour la filière porcine, l'exportation n'est pas nouvelle. Et je pense que de manière générale, l'agriculture doit savoir expertiser, fouiller, aller chercher les marchés pour trouver de la croissance, comme dans toute autre industrie. On trouve naturel d'exporter des voitures, des avions, des biens manufacturés, et bien souvent on estime que l'exportation en matière agricole n'est pas forcément une vocation pour l'agriculture française. L'exportation s'est imposée, d'une part parce que l'Europe est en stagnation économique, que les habitudes alimentaires européennes ont changé. Quand on tuait le cochon dans les fermes il y a 30 ou 40 ans, on mangeait tout, de la queue jusqu'aux oreilles. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il a bien fallu trouver des marchés pour exporter les morceaux que les Français ne veulent plus manger. Les Français, ils mangent du filet mignon, ils mangent du jambon. Quand les pièces sont un peu grasses, ils n'en veulent plus. Donc il a bien fallu exporter. Les habitudes alimentaires ont changé. Donc aujourd'hui, nous, on exporte les pièces grasses, des oreilles, des queues, des poitrines, des choses comme ça. J'ai rencontré même l'autre jour un des représentants du SNIV, des représentants des abatteurs. Et par moment, les abats sont vendus plus cher que le filet mignon. Pour conclure, les points de croissance sont à prendre ailleurs qu'en Europe. Si on regarde dans les derniers mois, chez les Allemands, on se pose aussi cette question du tout export pour le lait. On a vu des syndicats, même majoritaires comme le DBV et d'autres mouvements de producteurs, se demander s'il était raisonnable de continuer à faire le tout export dans la conjoncture actuelle avec l'embargo russe et avec tout ce que ça laisse prévoir comme difficulté sur les marchés lointains. Donc il n'y a pas que les Français qui se posent ces questions. Les Allemands se la posent aussi. Alors vous me direz, ils se la posent et puis ils vont continuer à faire beaucoup de lait, vraisemblablement. D'autant que si on laisse faire, ils vont produire le lait, ils vont revenir chez nous. Donc il faut quand même... Attendez, moi je suis... Jacques, on a l'occasion au niveau de la Chambre régionale, quand on fait le bilan, en volaille, le solde du commerce extérieur, il dégringole régulièrement. Et c'est pas qu'uniquement un problème de l'export, grand export d'où dit SAPCO. On plonge, on descend et régulièrement. En porc, depuis 2004, ça y est, on est en 2004 ou 2006, j'ai plus l'ordre de grandeur. On descend. Et là, si on y prend garde au niveau français, on va voir notre fonctionnement d'une façon différente. On va créer des conditions, je dirais,
de se faire enfoncer sur notre propre marché. Je voudrais quand même pas qu'on se fasse enfoncer sur des marchés hyper importants que peuvent être le lait de consommation, les natales ou quelques autres fromages ou ingrédients. On a des atouts, et des atouts tant en production, tant dans la transformation. On a un écosystème dans l'Ouest favorable, tant en termes de recherche, en termes de densité d'éleveurs et tout ça. On dit non d'une pipe ailleurs, on aurait des collègues étrangers qui viendraient nous voir et diraient les gars, vous êtes complètement fous de ne pas en profiter. Paul Offray, pour le porc, toujours cet embargo russe, quels sont les marchés qui peuvent être des débouchés de substitution pour l'export français? Et d'un autre côté, quels sont les pays qui, eux, peuvent fournir un marché russe et prendre éventuellement place sur ce marché et donc miser sur l'avenir? La difficulté, c'est que ce qui est exporté en Russie, pour partie, est difficilement exportable ailleurs. Ce sont des gras, a priori, de moins bonne qualité qui sont utilisés pour la nourriture russe, qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger en Europe occidentale, voire en Asie. Ceci dit, il semblerait, alors ça je ne veux pas trop m'avancer parce que je ne suis pas un spécialiste de la viande, mais bon, il semblerait quand même qu'il y a une bonne partie des produits qui peuvent prendre malgré tout la route de l'Asie. Donc ça peut être la Chine, ça peut être la Corée, ça peut être les Philippines. C'est d'autant plus judicieux qu'a priori, les Chinois sont aujourd'hui organisés pour éventuellement recevoir, transformer et réexpédier ce genre de produits vers la Russie. Donc c'est un nouveau flux, on va dire, commercial qu'il faut prendre en compte. Pour nous, Européens qui sommes un petit peu embourbés, si les produits doivent passer par la Chine pour être exportés, c'est un moindre mal. Parce que finalement, la viande de porc qui n'est pas exportée en Russie, peut-être que d'autres prennent la place, mais il n'y a pas pléthore de marchandises aujourd'hui dans le monde pour pouvoir satisfaire le marché russe. Donc forcément, ça va suivre des chemins un petit peu détournés. Alexandre Gauvain, si l'avenir des filières laitières et porcines bretonnes passe par le tout export, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elles fassent qu'elles ne font pas pour être plus compétitives? Pour ça, il faut jouer nos avantages comparatifs. Et il y a clairement un avantage comparatif que j'ai pas la certitude, mais j'ai l'intuition qu'on valorise pas assez, on valorise, mais peut-être pas encore assez, c'est nos aspects sanitaires. Nous, on a fait des efforts, on trace les animaux dans tous les sens, c'est un coût, bon, parce que la société le veut aussi, mais il faut peut-être le valoriser un peu plus à l'extérieur. D'une manière générale, je ne suis pas convaincu qu'on ne peut pas faire un petit peu plus pour dire que nos produits chez nous sont les plus sains, peut-être, du monde. Monsieur Pouillot, toute transaction internationale, ça a un coût. Les coopératives, souvent, ont un dialogue, du moins un discours guerrier, de conquête à l'export. Comment vous faites, comment vous y prenez, et concrètement, comment vous attaquez ces marchés-là? Les façons de la protéger, c'est de vendre de l'export à valeur ajoutée, c'est-à-dire de ne pas vendre du lait, de vendre des protéines, de vendre des acides aminés, de vendre des produits pour des enfants prématurés. Voilà, c'est ça qu'on fait. Ça, c'est concret. Parce que si on fait de la valeur ajoutée, oui, on va pouvoir du lait. Si on fait de la valeur ajoutée, oui, on va ramener de la valeur ajoutée sur les territoires. Mais il faut être pédagogue. Il n'y a pas de grand export sans acceptation des attributs. Et dans l'attribut, il y a la volatilité et le risque. Je reprends le mot de M. Christian Couillot. Excusez-moi. Je cherche mes mots. Moi, je suis d'accord qu'il faut dire on va au export, il y a les risques associés. Mais plus j'avance, plus je m'aperçois que dans de nombreux pays, ces risques associés sont quand même pris en charge par l'État. Christian Couillot, on a parlé tout à l'heure de ces recompositions en cours, ces recompositions géostratégiques avec les pays émergents, les pays émergés. Est-ce que face à ces recompositions-là, l'Europe joue suffisamment sa carte et sans rêver, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que les entreprises de différents pays européens aient une approche commune pour pouvoir être plus efficaces dans la grande exportation hors Union européenne? L'alliance, c'est pas nécessairement avec le cousin qui nous ressemble trop en ADN. Il faut quand même qu'il soit différent quelque part. Pour que l'enfant soit beau, il faut quand même un mélange d'ADN quelque part. Il faut que la culture humaine soit la même. C'est pour ça que je reviens à l'humain tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlais de l'humain. Il faut qu'il y ait une sorte de culture commune, mais surtout qu'il y ait un mélange d'ADN. Donc, est-ce qu'il faut faire comme a fait Isidis, c'est un bon exemple, ou comme
On dit plutôt la Bretagne internationale, chasser en meute entre nous Bretons. Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous travaillons sur le sujet. Bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un tour du sujet, sans être complet, mais que on va pouvoir prendre le café tranquillement. Très bien. Merci. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.